et auditrices, notre océan Indien est inspirant, en tout point, mais surtout en littérature. Chers auditeurs et auditrices, tout de suite, nous parlons de la littérature de l'océan Indien avec Monsieur Assibati. Au micro, Soufou Tufati. À toi Tufati. Merci Hussein, alias comme tu le dis si bien, le président. Je suis effectivement Tuflati. Nous allons parler de la littérature comme tu l'as bien précisément dit dans l'océan Indien. Nous accueillons sur notre antenne Monsieur Assibati Swadiki. Vous êtes enseignant de lettres modernes au sein des lycées de Mayotte. Vous préparez un doctorat en littérature. Vous êtes spécialisé en littérature comorienne d'expression française, relation entre la littérature et l'histoire. Et vous avez écrit une thèse sur la littérature de l'océan Indien. Assibati Swadiki, bonjour et bienvenue. Bonjour à vos auditeurs et à vos auditrices. Bonjour à vous et merci de l'invitation. Je tiens à faire une toute petite précision. La thèse de doctorat est en cours de rédaction. Elle n'est pas achevée. D'accord, merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez écrit une thèse. Vous êtes en train d'écrire une thèse sur la littérature de l'océan Indien, comme je l'ai précisé. Quels sont les éléments qui vous ont poussé ou qui vous poussent à écrire cette thèse? Alors, donc c'est une thèse qui est en cours de rédaction. Plus précisément, c'est sur la littérature des Comores, la littérature francophone des Comores. Donc il est bien de le préciser. Qu'est-ce qui m'a poussé à rédiger cette thèse? Durant mon parcours scolaire et universitaire, je me suis intéressé, en faisant bien fait une formation, une filière littéraire. Donc je me suis toujours intéressé à la littérature, j'ai toujours aimé la littérature. Donc j'ai découvert des imaginaires qui sont complètement différents de la réalité de Mayotte, de la réalité des Comores et de l'océan Indien. Donc dans un premier temps, j'ai découvert par exemple Dostoïevski en classe de seconde, par exemple, et l'échantillon de Dostoïevski. Bien avant, j'ai découvert la littérature de la Grèce, notamment en lisant Platon et autres. Et puis, au fur et à mesure, donc arrivé à l'université, en première année de l'université, un professeur de littérature francophone me fait découvrir l'océan Indien. Donc, ma découverte de l'océan, j'étais étonné de découvrir qu'il y a des hommes et des femmes qui écrivent dans l'océan Indien, notamment dans les Comores, à Madagascar, à l'île Maurice, etc. Donc, ma première découverte avec cette littérature de l'océan Indien, c'est en première année d'université à Montpellier. Je découvre un des auteurs, notamment Jean-Jacques Rabé-Manja, un poète malgache, ainsi que Jean-Joseph Rabé-Hervé aussi, un poète aussi malgache, et puis une poésie aussi, donc ce qui est le poète, hein, la poésie d'un auteur, d'un poète mauricien qui s'appelle Édouard Monique. Édouard Monique, donc du coup j'étais fasciné par cette écriture, cette poésie, parce que Édouard Monique parle des îles de l'océan Indien, parle de l'île Maurice, et en même temps il parle de l'océan Indien de manière générale. Et j'étais attiré par cette façon de parler de l'île. Voilà, une façon de définir l'identité insulaire, de parler de l'insularité. Finalement, avec la poésie d'Édouard Monique, l'île n'était plus un univers carcéral, un univers fermé sur lui-même, mais l'île était ouverture. Et la poésie de Monique appelait d'autres imaginaires, d'autres figures aussi, notamment la figure d'une femme qui nomme tout au long de son œuvre Neige. Donc la femme neige renvoie à un autre imaginaire, donc l'univers, l'Europe. Mais en même temps, cette femme neige est inscrite dans cet océan Indien, dans l'insularité, l'île Maurice. Voilà, donc finalement, j'ai poursuivi et je me suis intéressé à cette poésie-là. Si bien que j'ai fait mon mémoire de Master 2 sur l'écriture de Monique.
Donc justement ce mouvement entre l'errance et l'enracinement. C'est-à-dire, dans sa poésie, il invite l'insulaire à s'ancrer dans l'espace insulaire, mais en même temps à s'ouvrir au monde, à aller vers l'autre, à aller vers l'ailleurs. Donc il y a tout un chamboulement de quelque chose d'écriture particulièrement intéressant parce que c'est une autre façon d'envisager l'insularité, une autre façon d'habiter les îles, notamment les îles de l'océan Indien. Donc finalement, en lisant la poésie d'Edouard Monique, j'habitais autrement, j'ai appris à habiter autrement mon espace que mon île qui Mayotte. Voilà, donc après, par la suite, après le Master 2, je me suis finalement intéressé à la littérature des Comores, à la littérature surtout francophone des Comores. Et il y a une chose, un point, un aspect de cette littérature-là qui m'a particulièrement intéressé, qui m'a marqué, c'est la relation de cette littérature à l'histoire. Voilà. Dès la naissance de cette littérature, si on considère que cette littérature commence en 1985 avec le roman de Mohamed Touaïri qui s'intitule La République des Imberbes, dès cette naissance de la littérature, c'est une écriture, c'est une littérature qui s'intéresse à l'histoire, qui tente de réécrire ou d'interroger le passé récent des sites comores. Par exemple, dans ce roman qui est La République des Imberbes, Mohamed Touaïri s'intéresse à un passé, à l'époque, en 1885, à un passé plus récent de l'archipel des Comores, c'est-à-dire le régime de Ali Souani, c'est-à-dire quelques semaines après l'indépendance des Comores, Ali Souani arrive et fait un coup d'État. Elle renverse Ahmed Abdallah, qu'on nomme comme le père de l'indépendance. Donc au bout de quelques semaines, il renverse Ahmed Abdallah et il prend le pouvoir. Et donc dans ce roman-là, ce n'est plus Ali Souani, mais c'est Igoz. Donc Igoz, c'est fait allusion à Mongoz. Vous voyez un peu Mongoz, donc c'est le surnom qu'on donnait à Ali Souani ici dans l'archipel. Donc cette littérature commence par ça. La naissance de la littérature des Comores commence par cette interrogation sur le passé. Donc du coup, je me suis intéressé à ce texte-là, et puis à d'autres textes de cette littérature, notamment à des pièces de théâtre aussi d'Alain Kamal Martial, qui interroge par exemple la vente de Mayotte par André Anzouli. Donc, du coup, le projet a émergé à partir de là. Donc, ma thèse tourne autour de cette relation entre la littérature et l'histoire dans l'archipel des Comores. Donc, ce n'est pas un sujet inédit, hein, c'est des questions de la relation entre la littérature et l'histoire a été abordée dans d'autres espaces littéraires. D'accord, merci. Vous participez également à une revue littéraire intitulée Projectile. C'est une revue d'analyse, de réflexion et de critique sur les arts et les littératures de l'océan Indien. La revue Projectile propose depuis 2010 de faire connaître et de diffuser les productions littéraires et artistiques des alentours, comme l'a précisé Poésie TV. Elle offre un espace de rencontre et d'échange entre les différents pays de la région. Est-elle destinée à toute la population ou est-elle réservée à une sorte d'élite littéraire? Alors, la Projectile, est vrai que ça fait maintenant plus de 10 ans que je participe à cette revue, que j'anime cette revue avec deux amis. Au départ, nous étions trois, pardon. Il y avait Nassif Djelani, qui est un poète écrivain de Mayotte, Meili Kondo, qui est un enseignant dans le second degré, puis doctorant aussi, docteur en linguistique. Et donc le projet partit d'un constat selon lequel nos pays de l'océan Indien ne dialoguent pas entre eux, ne communiquent pas entre eux forcément. Alors que l'océan Indien est un espace de relations. Dès le départ, l'océan Indien était un espace de relations, de rencontres aussi de civilisation, de langues et des grandes religions du monde. L'islam, le christianisme, l'hindouisme et le bouddhisme se rencontrent dans cet espace-là. Donc, on est parti de ce constat-là, projectile, jeu de mots, c'est Nassif Djelani qui a trouvé ce nom, projectile. Donc, dans projectile, on a le projectile ou des projectiles qu'on lance,
pour casser des bulles aussi, parce que ils considéraient que nos pays, nos îles étaient dans des bulles. Donc du coup, étant dans des bulles, ils n'arrivaient pas à communiquer entre elles. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lancer des projectiles. En même temps, ce sont des projectiles, c'est-à-dire une façon de réhabiliter nos espaces, une façon de réhabiliter l'océan Indien, de rétablir aussi les dialogues, les relations qui existent dans l'océan Indien. Alors, cette revue n'est pas forcément réservée à une élite, non, elle est réservée à tout le monde, elle est ouverte à tout le monde. D'ailleurs, le projet initial, c'est ça, c'est créer un espace de rencontre, de partage. Donc, l'objectif de cette revue, c'est de vraiment faire la promotion et des arts et des littératures de l'océan Indien. Donc, on a parcouru pas mal de pays avec cette revue. D'ailleurs, parfois, dans l'avant-propos, souvent, c'est lui qui rédige l'avant-propos, qui introduit le numéro éditorial, parle souvent de gouttes. Vous voyez, c'est une espèce de goutte littéraire qui va sillonner tout l'océan Indien et qui va permettre aux lecteurs de Mayotte, à ceux qui s'intéressent à la littérature de Mayotte, à ceux qui s'intéressent à la littérature d'une manière générale, de découvrir des auteurs, découvrir des imaginaires aussi, et puis en même temps partager. L'objectif, c'est surtout de partager avec nos voisins de l'océan Indien quelque chose que la littérature, les arts, donc partager nos imaginaires. Donc la revue projective est ouverte à tout le monde. Il n'est pas du tout réservé à une élite. Donc les lycéens peuvent s'intéresser, peuvent lire projectif, c'est les articles. Il y a des articles, des entretiens, il y a plusieurs rubriques qui peuvent certainement vous intéresser, donc c'est ouvert à tout le monde. Voilà, donc là, rapidement, j'ai 3 numéros là que j'ai apportés. Il y a un numéro qui est consacré à Mayotte, qui est là. Il date de 2017, me semble-t-il. Donc un numéro dans lequel vous trouverez des entretiens avec des auteurs de Mayotte. Là, ici, nous avons une réédition d'un numéro consacré à Madagascar. C'est une façon aussi d'entrer, de découvrir Madagascar, de découvrir une autre image de Madagascar qui est complètement différente de celle qui est souvent propagée ici et là. Et puis notre numéro sur l'île Maurice, donc une invitation à découvrir l'île Maurice à travers un auteur, Ananda Devi, une des auteurs qui quand même qui reste importante, elle est importante sur la scène littéraire de l'océan Indien. Oui, parce que si on ne se trompe pas, vous l'avez déjà invité ici à Mayotte. Donc, monsieur, on va procéder à la prochaine question qui est d'après Cairn Info, les récits comoriens, créoles et malgaches font souvent appel au surnaturel. D'ailleurs, vous l'avez dit que vous lisez l'imaginaire. Donc, la question est pourquoi, d'après vous, et pourquoi pas au réalisme? Alors, oui, je ne pense pas qu'on puisse fermer cette littérature-là, ces littératures, que parlons des littératures au surnaturel, il y a pas mal de... ce sont des littératures, des écritures qui interrogent beaucoup nos réalités. Ce sont des hommes et des femmes qui écrivent sur leur réalité, qui tentent aussi, qui essayent de partager des imaginaires. Oui, il y a un peu de réalisme, il y a un peu de surnaturel dans certaines œuvres, mais ces littératures-là sont aussi réalistes. Hein. Ce sont des littératures qui tentent de peindre des réalités. Par exemple, quand vous lisez les textes d'Ananda Devi, on n'est pas... Bon, il y a quelques romans qui apportent comme ça quelques touches de surnaturel. Je pense par exemple à Josephin le Fou, donc cet homme complètement marginal qui vit comme un poisson et qui est très violent. Je vous invite à le lire d'ailleurs, Josephin le Fou, il y a un peu de surnaturel. Quand on lit Nous, 1947 de Rariman, il y a une dimension surnaturelle, bien ça, de Rariman, mais ce sont des textes quand même qui essayent de peindre la réalité les réalités de l'océan Indien. Donc oui, surnaturel, oui, un peu de surnaturel, mais c'est des textes aussi qui restent très réalistes, parce qu'ils essayent de nous ouvrir une porte sur nos réalités. Je ne sais pas, on peut prendre aussi comme exemple des textes de Mayotte. Je ne sais pas, moi, quand comme ça,
brûlante matière d'Abou Salam Bako, qui fait partie des premiers textes publiés dans les Comores. Abou Salam Bako, dans ce texte-là, nous introduit dans la réalité de Mayotte des années 70. Donc c'est à travers le regard d'un petit garçon, Kabdou. Peut-être derrière cette fiction, il y a aussi un peu d'autobiographie. Donc le narrateur Abdou nous introduit dans son univers, dans son petit village de Brousse, qui est Mzouazia, et en même temps on découvre donc par exemple, vous, si vous lisez Abdou Salam Bako, dans un brûlante terre, vous allez découvrir Mayotte des années 70 que vous ne connaissez pas du tout. Il y a un grand décalage entre cette réalité-là et celle que nous vivons actuellement. Donc c'est un monde rural paisible, tout cas, mais bon, après, il y a des éléments qui viennent perturber ce calme-là. Je vous invite à le lire, vous verrez. Mais oui, à chaque fois, c'est nous inviter ces littératures nous invitent à découvrir des réalités. Oui, comme vous l'avez bien dit, les anciens, on va dire, les auteurs comme Nassira Toumani ou l'autre là qui a écrit Les coulisses du mariage, Ambassadeur Dialli, oui, quand on lit bien leur œuvre, on trouve que ça nous apporte à la culture mahoraise ancienne, qui est d'ailleurs très originale et voilà, qui nous ramène à notre culture. Comment évolue la littérature au sein de l'océan Indien? Alors, comment évolue la littérature dans l'océan Indien? Vous savez, il y a des... Je pense que là, actuellement, si on fait un état des lieux, il y a des auteurs qui arrivent sur cette scène littéraire de l'océan Indien. Je pense là, sur le coup, à une dame franco-comorienne qui vient de publier un roman dont j'oublie le titre. Elle s'appelle, j'ai oublié aussi le nom de l'auteur. Il me semble que son ouvrage a été primé, moins sera primé là, dans un des prix littéraires qui existe sur la scène internationale. Il y a Yasmina Ouni, une auteure de Mayotte, une auteure de Mayotte, pardon, qui vient de publier tout récemment un roman autour d'une des figures de Châteauneuse. Je pense toujours sur la scène locale à Sharifati Soumaïla qui a publié Vérité foudroyante, une pièce qui a beaucoup de succès auprès des lycéens. Après, dans l'océan Indien, il y a une auteure mauricienne qui vient d'être publiée d'ailleurs par notre maison d'édition qui s'appelle les éditions de Projectile. Elle s'appelle Davina Itou, donc un texte aussi à découvrir qui nous permet de découvrir l'île Maurice, un regard neuf aussi sur l'île Maurice, donc qui est complètement différent de celui d'Ananda Devi par exemple, ou bien de Shanaz Patel. À Madagascar, il y a des plumes émergentes aussi, donc dans l'océan Indien, il y a une nouvelle génération aussi qui commence à occuper la scène littéraire. Merci. Donc, quels sont les principaux acteurs de cette littérature appartiennent plutôt à la nouvelle génération ou à l'ancienne, et pourquoi d'après vous? Alors, si j'ai bien compris la question, vous parlez des principaux. Les principaux acteurs de cette littérature. Alors, les figures les auteurs qui marquent cette littérature-là, il y en a quelques-uns. On va commencer peut-être par l'archipel des Comores, que je connais mieux. La figure, comme on dit communément, le père de la littérature des Comores, c'est Mohamed Touairi avec la République des Imbères. C'est un classique, hein, c'est un roman qui peut être considéré ici comme un classique. Donc je pense que tout jeune Comorien, tout jeune de l'archipel est invité à lire ce texte-là, ce beau roman de Mohamed Touairi. Nous avons Abou Salam Bako avec Brûlante et maternelle, ou bien Dans un cri silencieux. C'est un roman, par exemple, Dans un cri silencieux, c'est l'histoire d'un adolescent comme vous, un lycéen qui, dès l'ouverture, qui se rebelle, qui se révolte contre un système, qui se révolte contre les injustices.
mais finalement qui a un destin tragique. Donc c'est un roman, qui est profondément tragique, donc Papier Salambago, dans un texte silencieux, un texte à découvrir aussi. Et puis maintenant, actuellement, les auteurs qui dominent cette scène littéraire de l'archipel des Comores, nous avons Nassif Djelani, Alain Kamal Martial, voilà des noms comme ça, pêle-mêle. Puis après à Madagascar, l'auteur qui domine la scène de Madagascar, nous avons Jean-Luc Rarimana avec son roman Zar. Zar Malgache, c'est moi. Donc c'est un texte à découvrir aussi parce qu'il déconstruit complètement le français. Donc c'est un français complètement contaminé par le malgache. Bon, la structure syntaxique du français demeure, mais en tout cas, en lisant ça, on a l'impression de lire du malgache, alors que c'est du français. Donc un texte aussi à découvrir, ça, de Jean-Luc Hardiman, là où nous, de Jean-Luc aussi, Jean-Luc Hardiman, qui revient sur les événements de 1947. Vous savez, à Madagascar, en 1947, juste au lendemain de la fin de la guerre mondiale, après que la France a été libérée, il y a eu des insurgés à Madagascar, des hommes qui ont voulu leur indépendance, leur liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée française a envoyé des troupes pour mater ces insurgés-là. Et donc, Jean-Luc Hardiman revient comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est donc un des points communs à cette littérature. Ces littératures de l'océan Indien interrogent beaucoup le passé de nos îles, de nos pays. Donc, dans ce roman, Jean-Luc Hardiman interroge cet événement-là qui envoie donc en 1937, les troupes de l'armée française ont débarqué à Madagascar et puis ont réprimé ces insurgés-là. Donc, il revient sur ce passé-là de Madagascar. Après, à La Réunion, il y a un auteur qui occupe bien la scène aussi, c'est Jean-François Samblong. Le Soleil en exil, un très beau texte qu'il vient de publier récemment, là, Le Soleil en exil, qui parle des jeunes réunionnais qui ont été déportés en métropole. Parce que dans certains départements de métropole, à l'époque étaient complètement déserts. Donc on envoyait comme ça des jeunes de La Réunion, des autres départements d'outre-mer. Et cette histoire tourne autour de ces déportés-là. Et puis après, donc un mandat de vie à l'île Maurice, une des figures importantes de ces littératures de l'océan. D'accord. Donc, il existe également une association portant le même nom, que vous êtes membre actif, c'est-à-dire Progidil. Donc, en quoi consiste-t-elle cette association? Alors, Projectile, dans l'association Projectile, on fait pas mal de choses. Donc, au départ, c'était une revue qui faisait la promotion des arts et de littérature de l'océan Indien. Puis récemment, depuis 2020, me semble-t-il, nous sommes aussi une maison d'édition. Et l'objectif de cette maison d'édition, c'est encore une fois, continuer cette promotion des littératures de l'océan Indien. En même temps, l'objectif, l'idée aussi, c'est d'accompagner des plumes émergentes de l'océan Indien, de Mayotte en particulier, puis des Comores aussi. Voilà, donc là, nous avons publié un jeune poète d'ici qui s'appelle Nadim Changama, voilà, Nadim Changama qui vient de publier son tout premier recueil qui s'intitule Amer. C'est un jeune qui a été au centre universitaire de Mayotte, là, qui a participé justement à un atelier d'écriture qui a été proposé par Jean-Luc Hardiman, qui fait partie aussi de la maison d'édition. Donc à partir de là, il a été publié. Donc après, il y a d'autres auteurs, d'autres manuscrits là qui nous sont parvenus. On essaie de travailler avec les auteurs. Donc l'objectif vraiment aussi de la maison d'édition, qui s'inscrit dans le même projet que l'association Projective, c'est vraiment d'accompagner les jeunes écrivains de l'océan Indien. Donc le temps nous est peu, donc on va continuer avec Tropique de la violence, est un roman de Natacha Apana apparu en 2016
ayant reçu le prix féminin des lycéens et le prix France Télévisions en 2017. Ce récit est une plongée dans le quotidien infernal des mineurs isolés des bidonvilles de Mayotte. Un film adapté de ce roman portant le même nom, Tropique de la violence, est sorti à Mayotte le 23 mars 2022. Film réalisé et présenté à Mayotte par Maniel Safira. Qu'avez-vous pensé du livre et du film? Sont-ils fidèles par rapport à notre réalité? Alors, j'ai lu le livre, mais heureusement, je n'ai pas vu le film. Et puis en même temps, je n'aime pas trop le film. J'aime beaucoup lire, mais je ne suis pas trop attiré par les images. Bon, je vais parler surtout du livre. Tropique de la violence, quand il est paru en 2016, a suscité pas mal de débats, de polémiques à Mayotte. Il y a des gens qui ne l'ont pas lu, qui l'ont commenté, qui ont eu comment dire, un retour très négatif de ce roman-là sans avoir lu. Je l'ai lu, j'ai bien aimé le texte. Après, bon, il y a quelques points sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord avec Natacha Panam. Après, il y a des points, il y a des aspects quand même qui caricaturent un peu la réalité de l'Europe. Mais en même temps, quand on lit ce texte-là, en l'ayant lu en 2016, et puis quand on voit ce qui se passe maintenant, quand même, oui, ce texte, comment dire, représente? Oui, représente, en tout cas, nous annoncer ce qui allait se passer, parce qu'il y a, vous n'êtes pas sans savoir que Mayotte est une île très jeune, il y a beaucoup de jeunes, et les pouvoirs publics ne s'occupent pas complètement ou bien pas assez de ces jeunes-là. Donc du coup, ça crée tous ces phénomènes que nous connaissons actuellement. Et ce roman-là, effectivement, nous annonce déjà cette réalité que nous vivons en ce moment. Merci. Pour finir, un message pour conclure, s'il vous plaît. Alors, un message pour conclure, étant un passionné de littérature, je ne peux que vous inviter à lire Lisez. Voilà. Donc c'est une injonction que vous connaissez, hein. Donc tout Comorien connaît cette injonction. Lisez. Donc c'est une injonction qu'on retrouve aussi dans le Saint-Coran. Lisez au nom du Seigneur, lisez. Donc au nom de la littérature, lisez. Lisez tout ce que vous pouvez. Voilà. Merci pour cette interview qui était riche en littérature. Maintenant, je passe l'antenne à mon camarade Hussein. Merci à toi. Et maintenant, très chers auditeurs et auditrices, il est temps de se dire au revoir, mais pas adieu. Car c'est une porte qui se ferme, mais elle s'ouvre vers de nouveaux horizons de la Radio Sahara. Il est aussi temps de vous faire une confidence de ma part. Une confidence dont tout le monde se pose la question depuis ce matin. Non, je n'ai pas 18 ans. Blague à part, nous tenons à féliciter tous nos collègues du groupe Culture, car oui, on peut se féliciter nous-mêmes pour tous nos efforts. Raina, Adel, Anan, Soubès, Jamila et Naïma qui a tout donné mais n'a pas pu être là malheureusement. Mais aussi le groupe Territoire, Environnement, Éducation, Économie qui ont animé la radio depuis le début de la semaine. Et surtout, remercier tous les intervenants et invités extérieurs d'avoir partagé tant avec nous. Merci aux techniciens Daniel, Isaac et Nasser, parce que oui, il ne faut pas les oublier, formés par Permal Koumaren, Mounjé Saïd et Abdul Henri. Merci à nos professeurs référents, Madame Co, Madame Lefebvre, Monsieur Rune et Monsieur Rubé. Et aussi, merci à nos sécurités qui nous ont guidés et conseillés. Merci à notre journaliste référent, Mickaël Deverplana. Et merci à Radio 2B de nous avoir accueillis les bras ouverts. Merci au personnel cuisinier pour tous ces plats dignes d'un 5 étoiles. Ah oui, pour les techniciens, j'ai oublié, désolé. Merci Luna. Et enfin, merci infiniment à notre cher
et honorable proviseur, monsieur Kimura, à qui je promets de ne pas voler la vedette. Car sans lui, rien de tout ça n'aurait pu arriver. Toujours avec le sourire et une modestie sans égale. Et surtout, un grand merci à vous, très chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis pendant toute la semaine, pendant toute cette semaine d'aventure et de découverte. Nous vous souhaitons à tous une grande et belle journée. C'était Soukou Sen. Au revoir. Kwaheri pia mnamulishia nguma asubuhi. Marhabani. Bye bye. Au revoir. Bye bye.